Bonjour Éric Orsena de l'Académie française. Bonjour. Le monde ne va pas bien, Éric. Vous rentrez du Bangladesh, vous êtes allé voir les fleuves, les risques pour la planète. Quand je dis le monde ne va pas bien, bien sûr, il y a les guerres, mais il ne faut pas oublier cette terre sur laquelle nous vivons. C'est notre vaisseau spatial. Donc ça serait bien de le connaître un peu mieux. Et moi, ce qui me frappe, c'est que on s'intéresse au très lointain, aux étoiles les plus incroyables, mais on ne s'intéresse pas à notre Terre, comme on s'intéresse très peu à notre sol. C'est très étrange. Oui. Plus quelque chose est proche, plus on s'en désintéresse. C'est un peu une sorte de conjugalité, vous voyez. On disait, comme disait Paul Morand, elle était belle, belle, belle comme la femme d'un autre. Eh bien, moi, je m'intéresse à ma femme et notamment et aussi à ma terre. Oui. Voilà. Le Bangladesh, vous en revenez. Quelle est la menace qui pèse là-bas sur cette population? Il se trouve que c'est un pays qui est né d'un delta. C'est-à-dire que le pays est né avec tous les sédiments, tous les sables, toutes les pierres, et surtout la boue qui a été transportée par deux fleuves immenses, le Gange et le Brahmapoutre. Et donc, énormément de gens se sont installés là parce que c'est très fertile, mais aussi très fragile. D'abord parce qu'il y a des inondations qui viennent de ces deux fleuves, et aussi parce que le golfe du Bengale a tendance à se dilater comme l'océan, et c'est un des endroits de l'océan où il se dilate le plus. Et comme ce pays est très plat, puisque c'est un delta, donc les 2/3 du pays sont à moins de 6 mètres de hauteur par rapport à la mer, qui a tendance à monter. Oui, à cause du réchauffement climatique. À cause qu'il se dilate. Oui. Les corps, quand ils sont plus chauds, ils se dilatent. Et donc, ça a tendance à monter. Donc, et puis, il y a la multiplication des phénomènes extrêmes, multiplication des cyclones. Et il y a un peuple d'une vaillance incroyable, et voilà, avec une sorte de résilience totale, d'adaptation. Donc, c'est pas exotique. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le Bangladesh, c'est un peu l'avant-garde, c'est-à-dire le laboratoire de ce qui pourrait se passer chez nous dans 20 ou 30 ans. Oui, je disais, le monde gronde des guerres humaines, et en même temps, il y a cette planète qui souffre, qui est là. Et qui est si belle. Et qui est si belle, vous comprenez? Si la planète n'était pas aussi belle, pourquoi est-ce qu'on se battrait pour elle? Mais ce qui nous a intéressés en racontant cette histoire, c'est qu'il a fallu tellement de hasard et quelques nécessités, mais tellement de hasard, une accumulation de hasard pour que cette planète nous offre tant de beauté et tant de fertilité et tant de possibilités. C'est ça qu'on a voulu raconter, pour se rappeler à quel point notre Terre est rare et notre Terre est fragile. C'est pour ça qu'on a voulu écrire ensemble ce livre. Oui, qui s'appelle donc « Il était une fois la Terre », illustration de Serge Bloch. On verra d'ailleurs des illustrations, Éric, et Pierrick Graviou avec vous. Alors, Pierrick Graviou, imaginez, il se trouve que j'ai rencontré Pierrick Graviou parce qu'il habite tout près de chez moi. Et il m'a dit, est-ce que vous voulez voir les terres les plus anciennes de France, plus de 2 milliards d'années? Donc j'ai été sur une petite plage tout près de chez moi. Et là, l'histoire a commencé. Il m'a dit, tu veux que je te raconte? Il a commencé à raconter. Il a un nom incroyable, puisqu'il est géologue, son prénom c'est Pierrick et son nom c'est Graviou. Donc voilà, il était obligé de raconter ça. Oui, et c'est donc un petit homme chauve et très rieur qui rencontre un géologue sur une plage. Et c'est moi. Et brutalement, on dit, et si on racontait? Et si on racontait l'histoire? Et si on racontait, au fond, l'histoire des histoires? Parce que moi, en tant que romancier, je cherche toujours la source des histoires. La source des histoires, c'est notre Terre. Mais quelle histoire! Et quelle histoire! Et j'ai fait la découverte d'un personnage central qui s'appelle le temps. C'est ce que disait Buffon, c'est que l'architecte de la Terre, c'est le temps. Mais le temps, pas 10 minutes, pas 100 ans, pas 10 000 ans. Mais l'unité, c'est la centaine de millions d'années, voire le milliard. Comprenez, quand vous prenez l'exemple de la vallée de la Seine, vous demandez comment un tout petit fleuve vraiment ridicule par rapport aux géants a pu creuser ce petit cours entre des falaises. Mais si vous lui donnez 2 ans, évidemment, c'est pas possible, mais si vous lui donnez 100 000 ans ou 200 000 ans, l'érosion annuelle, c'est 1 millimètre. Comprenez? Oui. C'est le temps. C'est le temps. 13,8 milliards
année Oui. commence avec le Big Bang, cette aventure quand même incroyable au fond, qui va, c'est une espèce de miracle, la Terre. C'est une suite de miracles, un enchaînement de miracles. Parce qu'il faut être à la bonne dimension du Soleil. Il ne faut pas être trop près, on serait brûlé. Il ne faut pas être trop loin, on serait trop froid. Ce genre de choses. Vous voyez, il y en a sans arrêt, des choses comme ça. Ça commence avec des températures épouvantables, et puis ça commence par des rythmes incroyables, et puis il y a des astéroïdes, et puis il y a la Lune, etc. Toutes ces histoires que nous racontons montrant que petit à petit, tout se met en place pour qu'arrive ce personnage central, aidé par le temps, qui s'appelle la vie. Donc vous voyez, moi je cherche en tant que romancier, les romanciers ils cherchent toujours la belle histoire. Ça c'est l'histoire des histoires, c'est la mère de toutes les histoires. Ouais, non mais incroyable, parce que c'est un conte. Il faut le lire à haute voix aux enfants, aux adolescents. C'est merveilleux, ça va au-delà de l'imaginaire. On n'imagine pas que la Terre était recouverte d'une espèce de magma, qu'il y avait des millions de degrés de température, et puis on passe par les ères glaciaires, et puis des animaux incroyables. Mais c'est une série inépuisable. Parce qu'on raconte toutes ces histoires, ces phases, etc. Parce que ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire des petits chapitres. Donc c'est quasiment l'histoire de la Terre en 80 chapitres, comme pour saluer le grand Jules Verne. Et donc on raconte un peu ces histoires-là, petit à petit, comment ça arrive jusqu'à nous, et comment on voit comment la pluie arrive, comment ça se refroidit, ça se ralentit. Et petit à petit arrive la vie sous toutes ses formes. Et c'est franchement, c'est lui qui racontait. Et puis moi, je disais, tiens, comment est-ce qu'on va rendre ça le plus simple possible? Et vous savez, on pense souvent que la science, c'est triste. C'est l'inverse. Les histoires vraies sont plus belles que les histoires inventées. Oui, parce que les histoires vraies ont eu le temps de se développer. Et donc, c'est ces histoires vraies que nous nous sommes attachés à raconter. Oui, comment imaginer que la Terre se retrouve sous 10 000 degrés, moins 10 000 degrés à un moment donné. À d'autres moments, c'est des températures invivables. Mais la vie va se faire en chemin là au milieu. Alors, c'est le feuilleton de la vie. Ouais. On pourrait dire ça. On aurait pu l'appeler le feuilleton de la vie. Comment, à la suite d'une suite de miracles, et puis petit à petit, elle se fraye un chemin minuscule. Et puis, à peine s'est-elle installée qu'elle se diversifie. Elle engendre, comme vous dites, des animaux incroyables. Et des animaux incroyables, dont certains, des monstres énormes, vont devenir des oiseaux. Et puis les autres, et puis les poissons qui commencent. Les reptiles qui dominent à un moment. Évidemment, bien sûr, les reptiles. Et puis tout ça est comme... Et puis vous vous posez la question, c'est que la vie, il y a eu des suppressions complètes d'états d'animaux à certains moments, des extinctions d'espèces, comme on a dit. La vie aurait pu d'ailleurs complètement s'arrêter. Il y a deux questions qui se posent, et moi qui me fascinent, tant que non scientifique, mais passionné par ça. La première question, c'est est-ce que la vie ne s'est pas complètement arrêtée à un certain moment, à la suite de hasards négatifs, alors qu'ils étaient positifs, et puis elle aurait repris? Intéressant, parce que ça voudrait dire que notre vie à nous peut aussi s'arrêter. C'est intéressant. Et l'autre question très intéressante, est-ce qu'il y a dans l'infini des autres planètes une autre qui aurait accueilli la vie aussi? Alors jusqu'à une date assez récente, on disait mais si, forcément, étant donné le nombre, il y en a forcément une qui a rassemblé toutes les conditions qui permettent à la vie de s'installer. Eh bien, on est de moins en moins sûr de ça. Parce qu'il faut tellement d'enchaînement de hasard pour arriver à notre merveille que c'est moins sûr. Mais tout ça, c'est dire quoi? C'est que, vous savez, c'est saluer cette fragilité. Et quand on voit des crétins, en général milliardaires, qui disent qu'ils vont abandonner la Terre pour aller s'installer sur ce caillou ridicule qui s'appelle Mars, c'est quand même invraisemblable. Leur argent, il ferait mieux de le dépenser pour protéger cette merveille qu'est notre Terre, plutôt que fuir la Terre une fois qu'ils l'auront dévastée. Vous comprenez? C'est des questions aussi qui sont posées. Et c'est ce... Vous savez, on a célébré cette année l'anniversaire du décès de cet immense poète Pablo Neruda, le chant général.
Et je me disais que, très modestement, on essayait de raconter le champ général de la Terre. Saluer ce champ général. Et la science est peut-être la plus belle des poésies. Oui, oui. Et puis, découvrir tout ça, comme dans ce livre. Imaginez que la Terre, à un moment, ne sait plus où elle va. Elle tourne dans tous les sens, elle tourne sur elle-même. Il y a 4 fois l'équivalent de la nuit et le jour sur 24 heures. Elle est folle. Et à un moment donné, il y a les ingrédients de la vie. Vous dites, au fond, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est un mystère. Les ingrédients de la vie qui arrivent, qui se rassemblent. Alors, c'est ça qui est merveilleux, c'est que on va le plus loin possible dans les explications, et il reste un petit quelque chose qui fait qu'on ne sait pas. Et moi, j'adore ça. C'est la surprise. C'est comme dans la vie. Vous rencontrez quelqu'un, alors on dit, oui, cette dame ou ce garçon, oui, on a comme ça. Ils étaient faits pour se rencontrer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils étaient peut-être faits, mais peut-être ça n'a pas du tout marché. Et puis il y a une petite étincelle qui est le mystère. C'est ça qui est cette articulation entre la connaissance et le mystère. Et vous savez, il y a cette phrase formidable de Paul Valéry, que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas? Et que quelque chose aussi, d'autres choses me viennent, moi, de mes ancêtres latino-américains, c'est que le rationnel n'épuise pas le réel. Il y a toujours quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est cette histoire que nous racontons. C'est, si vous voulez, c'est l'Iliade, l'Odyssée, puissance 10 000. Puissance 10 000, ces grandes aventures de la vie, avec que des personnages, toutes sortes, des grands, des petits. Mais le personnage principal, c'est le temps. Oui. Ouais. Et puis alors, des plaques tectoniques qui s'affrontent, des bombardements de comètes ou qui tombent à un moment donné. C'est violent, c'est à la terrible. Fois violent, ça prend son temps. Regardez ici, regardez ce qu'on vous montre ici. Mais ça ne vous rappelle pas quelque chose? Vous sortez de chez votre radiologue, là, qui regarde l'état de vos artères. Eh bien, c'est le réseau hydrographique de l'Europe. Donc, vous voyez, il y a des sortes d'analogies entre le corps et la planète. Notre corps est aussi une planète. Oui. Vous voyez, ce genre de... on disait au Moyen-Âge, comme ça, l'universelle allégorie. Vous voyez, qu'il y a des échos comme ça, du tout petit au grand. Vous voyez, c'est pour ça que les jardins disent l'entièreté du monde. C'est un monde résumé. C'est un peu... Ces promenades-là qui sont, vous voyez, on est en plein entre la science, donc le savoir, qui n'a rien de triste, au contraire, c'est merveilleux, et puis la poésie qui est une sorte d'intuition des vérités supérieures. Oui, c'est amusant, des fois. Même vous comparez au pot-au-feu, au bouillon du pot-au-feu d'enfance. Vous dites, regardez... C'est une cuisine cosmique. Oui. Cuisine cosmique, oui, vous savez. Oui. Quand j'ai été en Antarctique à la voile avec Isabelle Autissier, on se demandait pourquoi ça s'est passé l'Antarctique. L'Antarctique, au début, c'était pas froid. C'était pas froid. Et puis, l'Antarctique s'est détaché du continent sud-américain. Il y a un courant violent lié au parcours de la Terre qui tourne sur elle-même, qui a créé le courant subantarctique, là, et là, qui a empêché les eaux chaudes de l'équateur de venir jusqu'au sud. Ce qui fait que la Terre est devenue froide, la pluie qui tombait est devenue neige, c'est devenu blanc, donc ça renvoyait les rayons du soleil, et donc c'est devenu de plus en plus froid. Et ce qui fait que, pourquoi l'Antarctique est blanche et puis froid, et puis tout ça, pourquoi? C'est un drame de la solitude. C'est à partir du moment où il ou elle a été séparée de l'Amérique latine. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui, en tant que romancier, il était une fois. Oui. Parce que moi, c'est ma maman qui me racontait des histoires. Alors j'ai essayé d'être la maman pour nos futurs lecteurs. Oui, oui. À un moment, vous dites que si dimanche, vous allez reprendre une deuxième portion de poulet en souvenir de quoi, des dinosaures qui... Les dinosaures, voilà. C'est des oiseaux. Oui. Comment vous pouvez imaginer que ces monstres qu'on voit dans ce merveilleux muséum national d'histoire naturelle, etc., que ça a été les ancêtres des oiseaux? Comment imaginer que ces plus pesants des personnages soient devenus ceux qui allaient habiter notre ciel?
voyez, ce genre d'évolution comme ça. Mais là, évidemment, il faut du temps. Ouais. C'est l'inverse de notre civilisation actuelle, où toujours plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et donc, sauf que maintenant, il y a eu, dans les temps très anciens, des successions de très chaud, de très froid et tout ça. Mais ça prenait 10 000 années, 10 000 ans, 20 000 ans. Maintenant, en 5 ans, je reviens donc du Bangladesh. Depuis 10 ans, il y a une multiplication par 2 ou 3 du nombre de cyclones. Donc comment voulez-vous que les humains s'adaptent à cette accélération des métamorphoses ? C'est ça l'affaire. C'est ça. Et au fond, quand vous dites dans le livre, parce que l'histoire, à un moment donné, il y a l'Homo sapiens. Vous dites d'ailleurs, il ne porte pas bien son nom. Parce que voilà, c'est un destructeur. Oui, c'est quelqu'un qui va... Il s'est appelé, détruire finalement tout l'équilibre de la planète. Il s'est appelé lui-même Sapiens, mais il ne mérite pas le titre. Oui. Parce que, voilà, on se demande, parce que ça peut être, voilà. Donc, voyez, donc c'est ça. Comment est-ce qu'arrive un homme et qu'est-ce qui se passe avec cette arrivée ? Parce que c'est un personnage très particulier qui, comme vous dites, va détruire les équilibres et aussi, et on le voit bien maintenant, depuis quelque temps, c'est-à-dire accélérer, sans arrêt, accélérer. Très vite, plus vite que la nature, dites-vous. Toujours. Au point que la vie ne peut plus s'adapter comme elle s'est adaptée à des grands changements. Elle s'est toujours adaptée. Donc il y a deux choses, si vous voulez. Il y a la différence entre, quand vous avez un cycle, il y a toujours un cycle chaud, froid, etc. Et la tendance. La tendance, c'est-à-dire que les températures sont toujours un peu plus chaudes qu'elles étaient précédemment. Donc quand c'est froid, c'est plus chaud que ça a été avant, première chose. Et la deuxième chose, c'est l'accélération. C'est-à-dire cette frénésie comme ça, on voit bien dans l'activité humaine. Ça s'est transmis un peu dans l'évolution du climat. Oui, et on se dit au fond, l'homme aussi disparaîtra. Et qu'est-ce qui va... Est-ce qu'encore... Parce qu'on voit bien, ça n'arrête pas dans cette histoire-là. Alors évidemment, à l'échelle de milliers d'années, de millions d'années même. Mais tout ça va continuer, ce cycle va continuer. Oui, vous savez, il y a peu de phrases plus bêtes qu'il faut sauver la planète. Alors, je vais vous faire une confidence, parce que la planète me parle beaucoup ces temps-ci. La planète s'en fout de nous. C'est nous qu'il faut sauver. C'est pas la planète. La planète, elle a vécu avant nous, elle vivra après nous. Donc, c'est nous qu'il faut sauver. Donc, sauver la planète, ça n'a aucun sens. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura autre chose. Oui. La planète s'adaptera toujours, sans l'homme. Bien sûr, la planète n'a pas besoin de nous. Des végétaux, peut-être. Oui, peut-être, des végétaux, d'autres animaux, sûrement les insectes, les virus, des choses comme ça, etc. C'est dans cet enchaînement invraisemblable de hasard, il y a eu le hasard le plus incroyable, c'est l'espèce humaine. Et alors, est-ce que ce hasard arrive ? Est-ce que ce n'est pas lui qui va détruire l'équilibre ? Donc, c'est ça l'enjeu. C'est pour ça que, vous savez, pour moi, raconter une histoire, c'est d'abord comprendre, ensuite s'émerveiller, et après alerter. Donc, c'était ça, les 3 idées que nous avons eues en écrivant ce livre avec Eric. Et avec ce formidable illustrateur. Parce que Serge Bloch, il est incroyable. Parce qu'il a le relais de nos histoires. Oui, c'était drôle parce on était 3 au fond. Il y avait le savoir, c'était Pierrick, moi qui raconte des histoires depuis que je suis tout petit, parce que j'ai baigné là-dedans. Et puis il y avait Serge. Et on a essayé de raconter cette histoire de ce grand vaisseau spatial. Oui, et on s'amuse beaucoup. À un moment, vous dites, et alors, Adam et Ève, ils vont bientôt arriver à Adam et Ève. Mais ils arrivent très tard. Oui. Très, très tard, déjà. Et voilà, ils arrivent quasiment en fin de séance. Oui. C'est ça qui est très important. Ça devrait nous rendre modestes. Ça devrait nous rendre modestes. Vous voyez, la première espèce humaine, c'est 3 millions d'années. Qu'est-ce que c'est, 3 millions d'années au maximum. Les peintures de nos très lointains ancêtres, c'est 35 000 ans. 35 000 ans, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est rien. C'est rien par rapport à 4 milliards. Qu'est-ce que c'est ? Vous vous rendez compte ? Rien du tout, c'était hier. Hier. C'est ça. Moi, ce côté, on relativise, vous voyez. Mais encore une fois, on s'émerveille. Aucune série n'est plus vivante, diverse, surprenante, terrifiante, émerveillante que l'histoire de la Terre. Oui, tiens, regardez, il y a même un dessin, je ne sais pas si on arrive à le voir.
Il y a 2 cailloux. Il y en a un qui porte des lunettes et une petite moustache. Oui. Et ces cailloux ont combien d'années? Ça, ces cailloux, ils peuvent avoir 2 milliards d'années. 2 milliards d'années. Donc on marche tout bêtement sur des cailloux sans se demander, sans se dire, ces cailloux ont des milliards d'années. On marche sur des bibliothèques comme ça, ouais. On marche sur des... Donc il faut écouter. Et en plus, alors ça m'a frappé, parce qu'il y a des poètes comme Caillois qui avaient dit que les pierres avaient un sens, quoi. Mais on s'aperçoit que les pierres aussi ont une vie. Vous voyez, c'est-à-dire c'est au fond ce voyage a énormément accru en moi, et j'espère pour ceux qui vont nous lire, la vie. Nous, virgule, espèce humaine, virgule, n'avons pas le monopole de la vie. Et nous, virgule, animaux, virgule, n'avons pas le monopole de la vie. C'est ça, la vérité. Voici donc une belle histoire, la plus ancienne, la mère de toutes les histoires. Attachez vos ceintures. Le voyage que nous vous proposons va vous conduire loin, très loin de l'infiniment grand à l'infiniment petit, de l'infiniment vieux à l'infiniment jeune. C'est un formidable livre, c'est Éric Orsenna avec Pierrick Graviou et les illustrations de Serge Bloch chez Gallimard. Achetez-le, offrez-le aux enfants, lisez-leur ce livre, c'est magnifique. Merci Éric. Merci à vous. Bonheur.